Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bon après-midi, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je m'appelle Dominique Hardy, je suis responsable des programmes publics ici au service de l'éducation et de l'action culturelle du Musée des Beaux-Arts. Nous sommes enchantés de vous compter parmi nous cet après-midi alors que nous accueillons, et ce, pour la 7e année consécutive, M. François-Marc Gagnon, directeur de l'Institut de recherche en art canadien Gail et Stephen A. Jarizlowski de l'Université Concordia. Nous tenons à remercier pour leur collaboration précieuse à la présentation de ce programme à la fois l'Institut et le département d'histoire de l'art de l'Université Concordia. Comme toujours, nous tenons à remercier aussi René Malo et Marie Gagnon de leur constant appui à l'ensemble des activités culturelles du musée. Présenter François-Marc Gagnon, c'est un plaisir annuel que je renouvelle avec vous aujourd'hui, qui l'accueillez ainsi. Vous le connaissez comme il est connu mondialement en tant que chercheur exceptionnel dans le domaine de la culture visuelle canadienne. Récipiendaire du prix du gouverneur général en 1978 pour sa biographie de Paul-Émile Borduas, de l'Ordre du Canada en 1999, il est à la fois enseignant, recherchiste, auteur, conférencier, porteur de flammes, cherchant continuellement à élargir la diffusion du patrimoine visuel québécois et canadien. Et ses écrits tiennent une place capitale dans l'historiographie de l'histoire de l'art du Québec et du Canada. De plus, M. Gagnon a été conférencier d'honneur lors de plusieurs conférences érudites à travers le Canada et a partagé ses connaissances avec le grand public grâce à sa série télévisée « Introduction à la peinture moderne au Québec » présentée au Canal Savoir. On en entend encore des échos. Bien connu aussi pour les conférences annuelles qui nous réunissent aujourd'hui, il est membre de divers comités de musées, dont le nôtre, et de bon nombre d'établissements artistiques et académiques qui font constamment appel à ses services d'expertise conseil. Enfin, nous voudrions de ne pas signaler à nouveau l'honneur qui lui a été fait l'automne dernier, alors que l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir, décernait le prix André Laurando à François-Marc Gagnon, chez qui on reconnaît toujours, en effet, ces mêmes qualités de grand humaniste. Mesdames et messieurs, François-Marc Gagnon. Il y a les psychanalystes qui appellent ce genre de présentation une castration symbolique. En tout cas, je remercie beaucoup Dominique à chaque fois de trouver quelque chose d'un peu différent. Ça fait 7 ans qu'on se voit. Je n'avais pas réalisé, mais c'est vrai. Alors, donc, cette année, j'ai pensé... On n'a pas de grande exposition comme l'année dernière sur Émilie Carr, sur un artiste canadien cette année. Et alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est peut-être la chance de proposer un sujet de mon cru, en fait, qui n'aurait pas de rapport avec une exposition particulière, mais qui, vous allez voir, en fait, touche finalement plusieurs tableaux, plusieurs peintures qu'on voit sur les murs des musées. Et j'ai pensé donc de traiter des âges de la vie. Je me suis dit, c'est peut-être un signe que ça commence à me préoccuper un peu, là. Mais de toute façon, j'ai pensé que c'était un thème qui pouvait être intéressant. Et donc, ça veut dire essentiellement de voir comment on a représenté les enfants, l'adulte et les vieux, enfin, quelle image on a voulu en donner et surtout, en fait, quelles sont les conceptions qui sont derrière ces images-là, en fait, qu'est-ce qu'on veut véhiculer, en fait, par cette façon de présenter les choses, hein? Et alors, c'est ça que j'ai pensé de faire. Ça va nous amener peut-être à revoir certaines des images. S'il y en a qui m'ont fait l'honneur de venir cette fois, là, peut-être qu'ils vont revoir du matériel que j'ai déjà présenté il y a 3 ou 4 ans. Mais on va les voir sous un autre angle, évidemment, sur celui spécifique des âges de la vie. Et je voulais donc, on va commencer par le commencement cette fois-ci. On va parler de l'enfance. En fait, comment on a représenté les enfants
Et vous allez voir, je vais prendre les choses d'un peu loin, parce qu'au fond, c'est un thème qui a été traité très, très tôt, en fait, dans notre peinture. On pourrait dire, donc, même en Nouvelle-France déjà. Et là, ce à quoi on assiste, c'est pour ça que j'ai finalement dit, je vais faire 2 conférences là-dessus, on assiste à une lente sécularisation du thème. C'est-à-dire qu'au départ, l'enfant est présenté toujours dans un contexte religieux. Quoi que ça peut être l'enfant Jésus, mais ça peut être aussi, même quand on représente des enfants, ils sont la plupart du temps, enfin, ils sont dans des contextes qui ont rapport avec la religion. Et quand je parle d'une lente sécularisation, vous allez voir, même au 19e siècle, quand on commence à présenter un bourgeois avec sa famille, etc., il reste que très souvent, l'enfant est associé avec la mère, le père est seul, lui, dans son coin, avec son... Enfin, il y a comme 2 portraits, si on veut, qui représentent des couples. Et alors, le père est seul, et à côté, il y a la mère avec les enfants qui prend presque naturellement, j'allais dire, l'attitude d'une Madone avec l'enfant Jésus. Hein? Alors donc, même là, même si le sujet est en fait séculier, il y a encore donc des formes ou des façons de présenter les choses qui se rattachent à cette tradition religieuse. C'est pour ça que quand je parle de lente sécularisation, on voit que ça prend finalement presque l'époque moderne pour pouvoir traiter l'enfant comme un sujet comme tel, sans référence religieuse aucune, enfin simplement comme une personne, en fait, d'une certaine manière. Alors donc, c'est ça que je voudrais évoquer dans les 2 premières conférences, cette lente sécularisation. Si on prend le problème au départ, donc vraiment en Nouvelle-France, il y a une exception à cette présentation, et comme souvent les exceptions, ça confirme la règle, c'est la représentation des enfants inuits et indiens. Hein? Puis là, on pourrait préciser même non convertis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Hein? Alors ça a fasciné évidemment nos premiers explorateurs. Ils ont tenté de représenter enfin, les Indiens, et en particulier les Indiennes, avec leurs enfants. Et donc là, on a des images, si vous voulez, d'enfants qui seraient profanes, qui ne seraient pas donc dans ce contexte religieux au départ. C'est la seule exception, et je pense que c'est par là qu'il faut commencer, en effet. Alors, une des toutes premières présentations des enfants, si on veut, en art canadien, ça représente des enfants inuits, hein, qui ont été, d'ailleurs, très brutalement, vous allez voir, je vais vous lire un texte là, qui nous donne des froids dans le dos, très brutalement arrachés de leur communauté et amenés en Europe, où ils sont en fait présentés souvent comme des bêtes de foire. Hein. On les montrait comme ça au public, comme des phénomènes, et en gardant leur costume. Et là, ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, c'est une affiche, en fait, qui a été publiée pour attirer la foule à venir voir ces phénomènes qui sont 2 Inuits, enfin une dame et son enfant, qui vont être présentés dans la ville d'Anvers. Et il y a une autre affiche très, très semblable, enfin, que je n'ai pas besoin de vous montrer, c'est exactement la même chose, sauf que le texte est un petit peu modifié pour dire que ça va avoir lieu maintenant à Nuremberg. Alors, autrement dit, on transportait ces gens-là d'une place à l'autre et on les montrait comme ça au public. Hein. Et là, le texte qui est là, que vous voyez de chaque côté de la tête de la dame, décrit d'une façon un peu horrifiante, mais en tout cas, de toute façon, c'est un document historique intéressant. Vous allez voir, je vais vous le lire en entier. C'est un peu long, mais d'un autre côté, je vais essayer d'interrompre mon discours en faisant quelques petits commentaires à ma façon. Voici donc, en traduction, parce que c'est en allemand, là, évidemment, sur le texte ici, en traduction française, ce qui est écrit là. Alors, ça commence comme ça. Portrait véritable d'une femme sauvage. Évidemment, il n'est pas question de parler d'Esquimaux, d'Inuit ou de choses comme ça. D'ailleurs, Wilden, en haut, là, en allemand, c'est wild comme en anglais, ça veut dire donc sauvage. Hein. Portrait véritable d'une femme sauvage avec sa fille, trouvée dans un lieu appelé Nova Terra. Alors, en latin, nouvelle terre, tout simplement. Autrement dit, ils ne savent pas d'où ils ne se préoccupent pas beaucoup d'où elle vient. Nova Terra, ça veut dire une terre nouvelle, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas où c'est. Hein. Et amenée à Anvers et vue publiquement par une foule à cet endroit et qui peuvent encore être vues. Hein. Donc, ça, c'est les toutes premières lignes. Après, on commence à expliquer un peu comment est-ce que ces gens-là sont arrivés à Anvers, en fait, hein, comment on a pu les amener là. Il dit, en cette année de 1566, donc, vous voyez, ça remonte à loin, 16e siècle, hein, une femme sauvage est arrivée à Anvers par bateau
en provenance de Zélande. Bon, là, tout d'un coup, la Terra Nova devient la Zélande, pas la Nouvelle-Zélande, mais une espèce de lieu aussi un peu indéterminé. Une personne de petite stature, ainsi que sa fille, elle est formée et habillée comme sur le portrait, et elle fut trouvée à Terra Nova, un nouveau pays découvert il y a quelques années par les Français et les Portugais. Et cette femme, avec son enfant et son mari, fut trouvée par les Français qui font des voyages vers ces pays, y ont accosté et connu maintes aventures. Et le corps de l'homme fut transpercé par une flèche. Hop. Alors tout de suite, on voit que le contexte dans lequel cette femme et cet enfant ont été saisis et amenés comme ça en Europe est un contexte très, très agressif. Ils ont trouvé le couple et ils attaquent l'homme tout de suite, percé d'une flèche. Et le corps de l'homme fut transpercé d'une flèche. Cependant, il ne voulut pas se rendre. Pourquoi? Mais s'est viralement mis en combat, et dans cette escarmouche, il fut grièvement blessé aux côtés par un autre Français armé d'un sabre. Alors, avec sa propre main, il prit de son propre sang, venu de son côté, et le lécha de sa main, et poursuivit le combat avec encore plus d'acharnement. À la fin, il était tellement charcuté et blessé, et de par son corps, qu'il tomba au sol et mourut de ses blessures. Cet homme mesurait 12 pieds, et en 12 jours avait tué 12 personnes de sa propre main, Français et Portugais, afin de les manger, car ces gens préfèrent entre toute viande la chair humaine. Comment sait-il ça, lui, le bonhomme en vert, qui ne parle pas évidemment leur langue, etc., et qui projette comme ça, tout simplement. Évidemment, ça, c'est pour justifier l'agression. Ces gens-là sont terribles, ils mangent la chair humaine, c'est des cannibales, et donc, on est tout à fait autorisé afin de s'en débarrasser. Et même le geste qu'il fait quand il lèche ses blessures avec sa main, là, on dit, tu vois, il est habitué, il boit du sang, il est vraiment très, très dangereux. Puis ensuite, avec le temps, l'homme de petite stature dont il était question, là, maintenant, il a 12 pieds. Il est devenu un géant. Et en 12 jours, il tue 12 personnes. Alors, on voit, là, on est dans la fantaisie pure et simple. Il y a un livre passionnant, si vous voulez mettre la main là-dessus, de William Haddon, qui s'appelle « The Man-Eating Myth », le mythe de l'homme qui mange du cannibale. Et ce que William Haddon, qui est un anthropologue d'aujourd'hui, il raconte, il dit « La première rencontre que j'ai faite du cannibalisme, c'est en Afrique, et c'est qu'on m'a accusé, moi, d'être cannibale. » Alors, comment? Ben oui, les gens lui ont dit, écoute, un tel qui était dans notre village est parti en Europe, puis on ne l'a jamais revu. Alors, probablement qu'il a été mangé là-bas. On ne voit pas d'autre chose. Il paraît que vous autres, les Blancs, vous mangez le prochain. C'est vrai, on mange du prochain depuis toujours. Mais alors là, il dit, la première expérience qu'il a faite du cannibalisme, c'était comme ça. En fait, c'était, au fond, la projection sur l'autre. Et c'est toujours l'autre qui est cannibale. C'est jamais soi. C'est toujours les autres. Et ensuite, c'est drôle, c'est toujours une histoire qu'on n'a pas pu vraiment constater, mais dont on a entendu parler. Ah oui, mais là, j'ai rencontré le dernier mangeur d'hommes, il était très âgé, puis il m'a raconté vaguement que dans son enfance, il bouffait du voisin. Alors là, vous voyez dans ce texte-là, tout de suite, cette apparition du cannibalisme est très suspect, mais c'est comme une espèce de justification après coup de cette action terrible. Là, ça continue. Alors, je continue le texte. Et lorsqu'ils saisirent la femme, elle réagit comme si elle eût été forcenée et en eût perdu la raison, parce qu'elle devait laisser aller son enfant. Et elle essaya d'obliger les marins à rebrousser chemin tant qu'ils tentèrent de la conduire au navire pour l'amener, parce qu'elle aimait tellement son enfant qu'elle aurait préféré mourir plutôt que de se séparer d'elle. Et la voyant agir de façon aussi démente, pourquoi ça, c'est dément? On ne voit pas encore là que la femme ne veuille pas se séparer de son enfant puis partir avec ces gens qui viennent de tuer son mari. En quoi cela est-il dément? C'est une bonne question à lui poser, parce que de toute façon, il est trop tard, en 1566. Ils la libérèrent momentanément et elle se rendit à l'endroit où elle avait caché l'enfant. Et dès lors, elle fut de meilleure humeur qu'auparavant. Et ils saisirent la femme et son enfant et l'entraînèrent, et personne parmi les Français ne comprenait une seule de ces paroles. Vois-tu, encore là, ça c'est très important. Ils prétendent connaître leurs mœurs, etc., qui sont des cannibales, mais ils ne parlent aucun mot d'Inuit. Enfin, ils n'ont aucune façon de communiquer avec eux. Ils ne comprennent pas. Alors, et là, regardez ce qu'il ajoute. Il dit, les Français ne comprenaient
aucune de ces paroles, malgré que 2 morts parlèrent avec elle. Ah, qu'est-ce que c'est ça? 2 morts, c'est des Arabes, en fait, hein? Les morts, M-A-U-R-E-S, là. Pas les morts en dessous de la terre, mais M-A-U-R-E-S, c'est des Arabes. Pourquoi on a des Arabes dans les expéditions à l'époque? C'est parce qu'on s'attend d'aller en Asie. Hein? Et là, du côté asiatique, on pense que tout le monde parle arabe. En fait, on va rencontrer le grand Khan, en quelque part, là, en faisant les... Et déjà, quand Colomb arrive en Amérique, il y a un interprète qui parle arabe avec lui. Hein? Et ils essayent, d'ailleurs. Ils rencontrent les gens, puis ils disent « Salem hein, »,« Alaykoum », comment ça va? Et puis là, ça ne marche pas, évidemment, parce que les langues n'ont aucun rapport avec ça. Même des fois, on a essayé de l'hébreu aussi, à Shalom. Là aussi, ça ne marche pas. Alors, il dit, malgré qu'on avait 2 morts, 2 personnes parlant l'arabe avec eux, on ne comprenait absolument rien de ce qu'elles disaient. Hein? Mais voyez, ils vont régler le problème, vous allez voir. On lui enseigna tellement de choses en 8 mois, cependant, qu'elle put faire savoir qu'elle avait mangé de nombreux êtres humains. C'est incroyable. Hein? Et on l'a assez drillé, puis on lui a fait dire, on a fait ce qu'on voulait. En fait, c'est ça que ça veut dire. Hein? Ses vêtements sont faits de peau de phoque. Alors là, il décrit un peu ce qu'on voit sur l'image, tel qu'illustré sur ce portrait. Les marques qu'elle portait au visage sont très bleues. Ce n'est pas facile à voir là, sur l'image, mais enfin, elle a des tatouages un peu sur le visage, comme le bleu du ciel, et leurs hommes leur font ces marques lorsqu'ils les prennent pour épouses. De cette façon, ils reconnaissent leurs femmes, car autrement, ils se comporteraient entre eux comme des animaux. J'ai jamais vu de justification du tatouage de cette façon-là. C'est pour reconnaître votre femme. Tu sais, autrement, ils sont tous pareils. Vous pourriez aller comme les animaux de l'une à l'autre, mais là, au moins, il y en a une qui a une barre rouge ici, une autre une barre bleue là. Alors, donc, vous pouvez vous tromper moins souvent. Hein? C'est ça que ça veut dire. C'est incroyable. Les marques ne peuvent aucunement être effacées et ils font les marques avec des jus de la plante qui pousse là-bas dans ce pays. Son corps, alors après ça, il décrit le teint, son corps est d'un brun jaunâtre comme celui d'un demi-mort. Vois-tu? Donc, la teinte un peu foncée, enfin, à cause des racines asiatiques, des peuplades inuits, est assimilée à le teint un peu olivâtre, enfin, des gens d'Afrique du Nord. Hein. Lorsqu'elle fut capturée en août 1566, la femme était âgée de 20 ans et l'enfant de 7 ans. Et là, alors, tenez-vous bien pour la conclusion. Il y a 3 lignes qui est ajoutée finalement, là, au bout du texte. Il dit « Remercions le Dieu Tout-Puissant de sa bonté, car il nous a révélé sa parole, et de sorte que nous ne sommes pas des gens sauvages et mangeurs de chair humaine, comme il en existe dans ce pays d'où cette femme fut enlevée et amenée, car ils ne savent rien de tout du vrai Dieu, mais ils ne vivent guère mieux que les animaux. Dieu souhaiterait qu'ils soient aussi convertis à sa connaissance. Amen. » Alors là, tout ça habillé aussi avec de la religion à la fin. Merci Dieu de ne pas être comme ces barbares, etc., alors qu'il vient de donner toutes les preuves de la barbarie qu'on peut imaginer. Enfin, on en a tant qu'on veut. Hein? Alors donc, ces premières images-là, qui ont l'air un peu innocentes comme ça, viennent d'un contexte absolument brutal. Hein? Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Ces gens-là étaient donc arrachés de leur pays, amenés comme ça sur des bateaux dont ils n'avaient aucune idée où ils allaient, etc., sans connaissance des langues, etc., et enfin montrés comme des bêtes de foire, convertis plus ou moins de force là-bas en Europe, et parfois d'ailleurs mourant de contacts microbiens pour lesquels ils n'étaient pas immunisés, etc. Alors donc, le sort de ces gens-là est tout à fait tragique. Un autre exemple du même genre ici, et j'ai parfois eu un peu de peine à faire remarquer qu'il y avait dans cette image un enfant aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, il est dans le capuchon de la dame, là. Il est tout petit, mais il y a une petite main qui dépasse aussi, là. En tout cas, et ça aussi, il s'agit d'une image très ancienne, puisqu'elle date à peu près de 10 ans après celle que je vous présentais, en 1577, et qui est faite par un grand artiste, en fait, qui s'appelle John White. White était un artiste anglais, d'époque élisabéthaine, là, vraiment, et qui a peut-être, on ne sait pas, enfin, qui a peut-être accompagné les expéditions de Frobisher. Hein, et où, je dis on ne sait pas parce qu'on n'a pas de preuves absolues. Par exemple, normalement, sur ce qu'on appelle en fait, des espèces de rouleaux qu'on tient avec tout le nom des marins, etc., normalement, on sait qui est sur un bateau à cette époque-là. Son nom n'apparaît pas là. Donc, l'autre possibilité, c'est qu'il ait vu cette femme-là à l'arrivée en Europe.
Enfin, ça, c'est très possible, parce que Frobisher a fait 2 expéditions sur la côte canadienne, si on veut, enfin, puis il est allé d'ailleurs pas mal au nord. Et là, la première expédition, ils ont perdu des gens qui sont allés en excursion, qui ne sont jamais revenus. Et la deuxième, une des motifs, c'est certainement d'essayer de retrouver ces gens-là de la première expédition, mais aussi rapporter ce qu'ils croyaient être du minerai avec de l'or. Souvent, ce qui est arrivé, c'est on a trouvé de la pyrite de fer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en fait, c'est vraiment, ça a l'air des petits cubes dorés. En fait, ça peut passer pour quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, pour de l'or. Alors, et en plus, ben, tant qu'à faire, on amène aussi un Inuit ou deux, pour montrer en arrivant qu'on est allé loin. Hein. Alors, c'est ça qui est arrivé à cette femme-là. On a, de l'exposition de Frobisher, il y a 2 récits qui ont été faits. Et celui de George Best, qui était donc, lui, sur le bateau, raconte comment on s'est saisi de cette femme-là, dit-il, qui était encombrée d'un petit enfant sur son dos, cachée derrière des rochers, mais découverte par un de nos hommes qui, la prenant pour un homme, tira dans ses cheveux, blessa l'enfant au bras, lequel se mit à crier. C'est comme ça qu'ils l'ont trouvé. Il a tiré dans la direction, puis il a entendu d'un coup, il a entendu des cris de l'enfant, alors ils ont vu qu'il y avait quelqu'un derrière ce rocher. Il dit, on l'amena au chirurgien qui lui appliqua des compresses, mais elle, ignorante de la chirurgie, les enleva et en léchant le bras de son enfant, comme font nos chiens, hein, le guérit. C'est encore là la comparaison très, très dure, comme font nos chiens. Hein. Alors, longue. Donc, ça veut dire qu'on fait toutes ces bandelettes, etc. Puis d'autant plus que la chirurgie de l'époque, je n'aurais pas voulu être malade dans cette époque-là, c'est quelque chose d'épouvantable. Hein? C'est pas beaucoup plus fin là, que ce qu'on pouvait attribuer aux Inuits. Hein? Et là, donc, après, en septembre, enfin, les bateaux reviennent. Frobisher a 3 bateaux qui aboutissent à 3 endroits différents en Angleterre. Et donc, cette femme-là aboutit à Bristol, où, justement, John White, ou était sur le navire avec eux, puis a pu faire son dessin, ou, au contraire, l'a fait en arrivant. Il y a un détail qui est curieux ici, parce que le costume me semble très exact. En fait, ça a l'air bien représenté. Avec, par exemple, dans le bas du parka, là, cette espèce de courbe qui est là, ça, c'est tout à fait typique. Et aussi les bottes très élevées, là, au-dessus des genoux. En fait, tout ça a l'air parfaitement. Le seul détail bizarre, c'est le nombril. Hein. Comment est-ce qu'on peut voir à travers des peaux de phoque un nombril humain comme ça? Alors, ce qu'on pense, c'est que ce qu'a fait John White, ce qu'il avait entre les mains pour travailler, c'était la femme n'est pas habillée comme ça. Il y avait le costume et la femme, hein, qui était habillée, je ne sais pas trop comment, hein, ou peut-être même nue. Et là, donc, il a gardé cette espèce de petit détail bizarre. Hein. Et pour conclure ce petit chapitre sur les Inuits, en fait, ça, c'est une photo, évidemment, prise beaucoup plus proche de nous dans le temps, en 1914, par un type qui s'appelait Stephenson, qui, malgré son nom islandais, est né au Canada. Il a été donc un grand explorateur du Nord, si on veut. Il a fait un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « My Life with the Eskimos », là, comme le genre de livre que les Oblats aussi ont publié beaucoup. Là. Et en tout cas, alors, publié en 1913. Et donc, une photo. Et on voit que les costumes, la façon de porter les enfants, tout ça, c'est resté à peu près tel quel. Enfin, il n'a pas beaucoup changé depuis l'origine. Alors, je disais que donc, ça, c'est une première exception à cette vision très religieuse des enfants. L'autre exception, c'est évidemment les enfants indiens. Hein. Pas les Inuits, là, mais c'est ceux qui seraient davantage plus près de Québec ou plus près de Montréal, en fait, qui vivaient donc dans une autre région. Alors là, je vais vous montrer maintenant des façons dont on a représenté ces enfants-là, assez curieuses d'ailleurs, vous allez voir. Ici, il s'agit d'une figure d'une montagnaise qui est tirée des ouvrages de Champlain. Hein. Samuel de Champlain, dont on parle beaucoup maintenant en 2008 à cause de la Fondation de Québec, etc. Alors, il avait fait une très grande carte que vous voyez à droite, là, carte géographique de la Nouvelle-France, avait fait par le sieur Samuel de Champlain. Et à gauche, en bas, vous avez une espèce de petit encart comme ça, dans lequel on voit 4 Indiens côte à côte. Alors, il y a 2 montagnais
et 2 Almouchiquois qui sont présentés là. Et là, donc, ce que je vous ai mis en gros, c'est la femme montagnaise, très grossie, enfin, beaucoup, qu'on puisse un peu lire ce qu'il y en est. Alors, vous voyez, elle tient un aviron, parce que les montagnaises, c'est des gens qui se promenaient beaucoup, qui étaient ce que Champlain appelait les errants. Hein. Il opposait 2 types d'Indiens. Il y a les errants, on dirait les nomades peut-être aujourd'hui, et les arrêtés. Ceux qui restent en même place. Hein. Alors, il y avait ceux qui bougeaient, puis ceux qui restaient en même place. Ceux qui avaient des villages plus organisés, comme les Hurons en particulier, ou les Iroquois, tandis que les montagnais qui vivent plus dans le nord, tout ça, se promenaient davantage. Alors, c'est pour ça qu'il lui a donné un aviron. Derrière elle, ce qui a l'air d'un petit panier, ça peut être peut-être aussi une représentation miniaturisée d'un canot. Hein. Mais ça peut être aussi un panier pour ramasser des choses, enfin, on ne sait pas. Et là, la chose très curieuse, c'est la façon dont elle tient cet enfant-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il tient là, lui. Hein? Surtout s'il est en train de boire au sein, là, ça va finir mal. En tout cas, je ne sais pas trop. En tout cas, elle le tient comme ça dans les airs. Elle n'est pas très... Ensuite, vous remarquez aussi que le visage n'est pas traité selon des conventions, je dirais, raciales, en fait, qui voudraient marquer un visage particulièrement indien. Hein? On a l'impression que ça pourrait être, si vous oubliez le corps, là, vous regardez juste le visage, on a l'impression que ça pourrait être une Européenne, enfin n'importe qui, une Française de l'époque. C'est que cette notion de race, qui va être très importante au 19e, puis maintenant, si on veut, n'existe pas à l'époque. Hein? On classe les gens non pas par leur race, mais par une espèce de hiérarchie. Hein? On pourrait dire que la représentation des gens se fait selon une espèce de pyramide. En haut, donc, vous avez le roi, ensuite vous avez les nobles, ensuite les bourgeois, ensuite les pauvres, puis finalement les sauvages, hein, qui sont au bas de l'échelle. Plus bas que ça, il y a les animaux. Hein. Alors, ils sont entre les deux. Là. Ils sont toujours situés. Alors, par exemple, si on va dire ils n'ont pas de langage, ils ne savent pas parler. Alors, ça les rapproche des animaux. Par contre, bon, ils sont hospitaliers, etc. Ça va les rapprocher des humains. Hein. Ils sont dans une espèce de zone là, tout à fait au bas de l'échelle sociale. Alors, c'est une société qui pense en termes de rang, hein, plutôt qu'en termes de race. Hein. Alors là, vous en avez un exemple là. Cette image-là, ensuite, a servi probablement d'inspiration à une autre, qui je vous montre à droite, qui, elle, est tirée aussi de Champlain, mais non pas de la carte géographique de Champlain, mais cette fois-ci d'un de ses livres qui s'appelle Un de ses récits de voyage, qui a été publié en 1619. Hein. Et là, on voit, c'est vraiment une gravure dépend de l'autre. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont orientés à l'envers, si on veut. Quand un graveur, je pense vous avoir expliqué ça plusieurs fois, mais en tout cas, de toute façon, je le répète, quand un graveur grave sa plaque et ensuite qu'on l'imprime, évidemment, on tourne l'image dans l'autre sens et on obtient une image inversée de la première. Hein. Par contre, si vous les comparez toutes les deux, elles sont assez semblables, sauf que j'ai l'impression que le type qui a fait l'image de droite s'est posé la question que je posais tout à l'heure, comment l'enfant tient, là. Et il a imaginé de le mettre dans un espèce de sac en bandoulière, hein, ce qui est au moins un petit peu plus logique. Et alors, il modifie un petit peu la première image pour la rendre un peu plus logique. Non pas qu'il ait vu ce dont il est question. Hein. Vous pouvez penser que ces graveurs-là qui font ces ouvrages-là à Paris ne sont jamais venus au Canada, évidemment, et n'ont eu peut-être, dans la meilleure hypothèse, sous les yeux qu'un croquis fait par Champlain lui-même. Hein. Il y a ensuite l'autre problème de savoir en quelle mesure Champlain a compris les costumes indiens du temps. Ça aussi, c'est compliqué. Hein. On n'est pas sûr non plus qu'il ait parfaitement compris comment ça se présentait. Et dernière bizarrerie ici, c'est que la même image désigne 2 groupes complètement différents. Hein. Un, c'est un portrait de montagnais, et l'autre, c'est un portrait de Huron. Et puis, ça n'a pas eu l'air à fatiguer personne là-bas. Oh, c'est tous des sauvages, c'est pas grave, c'est tout pareil. Tu sais. Alors là, on a personne eu l'air de... Alors qu'il s'agit de 2 cultures complètement différentes. Comme je vous disais, c'est les errants et les arrêtés. En fait, c'est vraiment 2 groupes complètement différents. Hein. Alors, mais ça n'a pas eu l'air... Et regardez, pour ce qui est du vrai costume, en fait, de ce qui pouvait être, ce qu'on a essayé d'interpréter là, on a tenté aujourd'hui, enfin, de faire des reconstitutions de ces costumes indiens, en particulier de celui des mères avec leurs enfants, là, qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus logiques, évidemment, que ce que Champlain pouvait nous donner à penser. Hein. Et celui-là, ça a été fait par un bonhomme qui s'occupe d'une compagnie qui s'appelle le Vidéanthrope. En fait, le Vidéanthrope, c'est disons, une compagnie qui fournit des images qui se veut plus
archéologiquement bien fondés, à la fois pour des albums ou pour les enfants ou pour des livres historiques ou même pour des films aussi. Éventuellement, ils conseillent les gens qui représentent des Indiens dans les films comment procéder, enfin, comment les costumer, etc. Alors, c'est un croquis qui a été fait donc, par ce Marc Laberge. Et il se fonde d'ailleurs sur un texte des Jésuites qui est intéressant parce que c'est un texte un petit peu relativiste. Enfin, pour l'époque, c'est très surprenant parce qu'habituellement, ils ne sont pas beaucoup. Et c'est dans les relations de 1657-1658. Vous savez ce que c'est que les relations des Jésuites? En fait, c'était des espèces de rapports qu'on envoyait chaque année en France, pour être publiés d'ailleurs, dans lequel les bons pères se vantaient de toutes les conversions qu'ils ont faites durant l'année, de toutes les explorations, etc. Alors lui, ici, il parle des costumes des Amérindiens dans la relation de 1657, et il dit en France, les hommes et les femmes se sont fait des habits assez justes pour paraître plus lestes. Les filles, particulièrement, se font gloire d'être menues. En Canada, tout le monde s'habille au large. Les hommes et les femmes portent des robes qu'ils ceignent en deux endroits, en dessous du nombril et au-dessus du ventre, retroussant leurs grandes robes et les repliant, en sorte qu'ils ont comme un grand sac alentour du corps dans lequel ils fourrent 1000 choses. Les mères y mettent leurs enfants pour les caresser et pour les tenir chaudement. Donc là, on est plus près d'une description qui pourrait être plus juste, enfin, plus proche de la réalité. Alors donc, vous voyez donc une première représentation de la mère et l'enfant, si on veut, mais en dehors du contexte religieux, cette fois-ci, parce qu'il s'agit des Indiens, et aussi qui manifeste assez clairement, en fait, peut-être un manque de compréhension de ce qu'ils représentent. Là, je vous présente ensuite un autre. Là, c'est des images très anciennes, enfin, puisque ça date aussi là, du 17e siècle. Là, qui cette fois-ci est plus élaboré et qui vient d'un jésuite aussi, parce qu'ils ont été très actifs. Enfin, ils sont les missionnaires de la Nouvelle-France avec les Récollets, mais surtout eux, enfin, finalement, ils ont pris presque tout le contrôle de la mission. Et ils ont publié, à un moment donné, de ce bonhomme, François Ducreux. En latin, ça sonne un peu mieux, Creuxius. Mais en tout cas, de toute façon, François Ducreux a publié en latin un Historia Canadensis ou Novae Franci Libri Decem. Ça veut dire donc 10 livres d'histoire de la Nouvelle-France ou du Canada, enfin, de Canadensis ou Novae Franci. Et là, c'est illustré de quelques gravures seulement, qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de rapport avec le texte d'ailleurs. Comme par exemple celle-ci s'accompagne d'un récit de la famine qu'on a eue quand les frères Kirk ont bloqué la ville de Québec. Enfin, si vous vous souvenez un petit peu de votre histoire du Canada, vous allez vous rappeler de quoi il s'agit. Hein, vers 1630, 1632, là, il y avait les Anglais ont manqué de prendre Québec, puis ils ont affamé un peu la ville. Alors donc, Champlain avait pris des dispositions pour empêcher la famine, etc. Mais donc, s'il y a un rapport, là, ce serait juste ça. C'est-à-dire qu'ici, on nous présente au contraire des Indiennes en train de préparer de la nourriture et éventuellement aussi de s'occuper des enfants. Alors donc, au premier plan, ce qu'on voit, c'est une Indienne en train de moudre le grain. Hein? Autrement dit, il faut imaginer des grains de maïs qui sont dans un espèce de panier derrière. Là. Et là, il y a deux pierres. Il y a une pierre qui a l'air plutôt rectangulaire et elle tient dans sa main une autre pierre. Et là, elle donne des coups comme ça pour obtenir la farine qui est à l'intérieur des grains qui tombe ensuite dans un plat devant elle, là, si vous voyez, un peu plus proche de nous. Hein. Ça fait penser à une technique qui est bien connue chez les Indiens, mais qui n'est pas du tout comme ça. Ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que j'ai illustré à droite, là, ce que les archéologues appellent le mano et matate. C'est en fait un instrument qui consiste en deux pierres, une pierre creuse et un espèce de rouleau dans lequel on roule les grains de maïs plutôt que de taper dessus, comme suggère la gravure de Ducreux. Hein? Comprenez que... Alors là aussi, on est... Imaginez que les gens rapportent simplement ce qu'on voit à droite en Europe, sans aucune explication, et que le graveur est obligé d'imaginer qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Hein? Alors lui, il a compris qu'il prenait ça puis il donnait des grands coups comme ça sur les grains de maïs, assez pour les écraser à jamais puis qu'on ne les voyait plus, évidemment. Mais de toute façon, c'est probablement, enfin, ce à quoi fait allusion. Par ailleurs, l'autre femme qui est en train de moudre du grain, mais là, dans un mortier, si on veut, ça aussi, c'est assez attesté.
On le retrouve représenté dans Champlain. Hein, si vous regardez l'image qui est à gauche, ça vient aussi de Samuel de Champlain. Et vous voyez le personnage H, là, qui est en bas à gauche, est en train de moudre du grain comme ça dans un tronc évidé. Et je vous ai présenté d'une façon un petit peu plus réaliste à droite là, une image de ce que c'est tiré de Lewis Morgan, là, enfin, qui est un auteur donc, plus récent, enfin, de 1851. Et finalement, si vous vous souvenez, je vais aller en arrière. Si vous vous souvenez, dans le fond de la composition, il y a une espèce de plaque qui est là avec un bébé collé dessus. Là. La voyez-vous? Oui? OK. Alors ça, évidemment, c'est le fameux papoose. Là. C'est ça qu'il a voulu représenter. Et là encore, on se demande comment est-ce qu'il tient sur une planche comme ça. Est-ce qu'il est collé, véritablement? Alors, il y avait probablement des lanières qui le tenaient, mais là, manifestement, le graveur n'a pas compris ce qui se passait. Et il faut s'en remettre, évidemment, à des représentations plus réalistes, plus tardives aussi, faites, par exemple, comme ici, par George Catlin, qui est un des grands illustrateurs du monde indien au 19e siècle, en fait, qui a parcouru tous les États-Unis d'un bout à l'autre. Et là, en fait, près des Grands Lacs, en fait, il a représenté deux Indiennes différentes, en fait, d'ailleurs, de groupes différents, avec la façon dont ils tiennent leurs enfants, enfin, là, qui est beaucoup plus normal, en fait, puis plus plausible que cette espèce de planche suspendue comme ça. D'autant plus que ce qui semble que le graveur n'a pas trop compris, c'est que les femmes indiennes pouvaient comme ça déposer les enfants par terre pendant qu'elles travaillaient sans que ça puisse les déranger. Hein. Alors là, si vous le mettez comme ça, puis il glisse en bas, en fait, vous allez entendre des cris, puis vous ne pourrez pas travailler. Hein. Alors, et là, disons, au contraire, ce que nous représente Catlin, c'est des nagans, en fait, c'est le mot qu'on emploie maintenant là, pour désigner ça, beaucoup plus élaborés, avec des petits décors. Déjà, l'idée qu'on voit maintenant, en fait, de suspendre dans les berceaux des petits objets pour intéresser les enfants, là, ils ont ça déjà. En fait, ils ont ça de façon tout aussi efficace. Hein? OK. Et cette image-là de Ducreux va avoir une influence sur d'autres dessinateurs et graveurs, et en particulier dans ce fameux Codex Canadensis. Hein. De quoi s'agit-il? C'est un manuscrit, en fait, qui n'a jamais été encore vraiment présenté comme il devrait. Enfin, il y a eu un facsimilé qui a été fait dans les années 30, mais qui est introuvable maintenant, enfin, qui est complètement disparu. Et maintenant, c'est un album, enfin, ça se présente comme ça, relié. C'est une belle couverture de maroquin rouge, et c'est conservé, malheureusement pour nous, puisque ça s'appelle le Codex Canadensis, à Tulsa, Oklahoma. Hein, c'est-à-dire, donc, les Américains ont acheté ça tout de suite après la guerre, probablement en 1948 ou quelque chose comme ça, et c'est abouti au Thomas Gilchrist Institute of Art and History, of American Art and History, et à Tulsa, hein, donc assez loin d'ici. Et cet album est sensationnel parce qu'il y a à la fois donc, la représentation des Indiens, un peu naïve, comme ce que vous voyez sur cette page-là, et ensuite, il y a toute une série qui est consacrée à la faune et à la flore, aux poissons, etc. En fait, donc, il y a à peu près une 97 pages d'illustrations comme ça, avec les noms indiens, et avec des petites légendes là, qui sont ajoutées, qui ne sont pas toujours très faciles à lire. En tout cas, disons, en haut, il nous dit que c'est un sacrifice qui est fait à la Lune. Alors, l'espèce d'objet rond que vous voyez tout à fait en haut de la composition, c'est une représentation de la Lune. Au milieu, il dit que c'est un Indien qui vient rendre grâce à son dieu de la guerre. Et là, l'espèce de gros le visage avec une barbe là, en deux morceaux et des cheveux très, très abondants, ça serait une représentation de leur dieu de la guerre. Mais ce qui est le plus fantastique ici, ça passe un peu inaperçu, c'est que le personnage en question porte un masque. Hein? Et à mon sens, c'est la toute première fois qu'on représente un masque indien dans une représentation faite à l'époque. Hein. Le Codex Canadensis, ça date probablement de 1675, à peu près comme date, hein, fin du 17e siècle. Alors là, et finalement en bas, c'est là que je disais qu'il y a une influence de la gravure de Ducreux, parce qu'on retrouve là, certains motifs, comme par exemple, justement, le petit nagan qui est suspendu à un arbre, là, et qui est placé comme ça sur un arbre. Et ça, c'est peut-être plus juste, parce que, enfin, une des choses qu'on pouvait faire, c'est vraiment suspendre ce petit berceau comme ça à une branche, et le vent pouvait endormir l'enfant, si on veut. Hein?
Alors là, lui, il a peut-être un peu mieux compris ça. Puis ensuite, à droite, vous voyez qu'il a représenté aussi l'espèce de mortier dans lequel on écrase les grains. En tout cas, on le voit là. Et finalement, peut-être que son apport le plus original, ce serait l'espèce de petit hamac dans lequel il y a un enfant aussi qui est suspendu comme ça entre deux branches, là. Ça n'a pas l'air très, très sûr comme système, en fait, de mettre. Et là aussi, ça vient de Ducreux, il l'a pris ailleurs, tu sais. On le voit ici. Regardez, si vous regardez à droite, en arrière, il y a une femme qui est assise au plancher, là, sur le sol. Et là, elle a attaché à son orteil un fil, je ne sais pas si on arrive à le voir, c'est peut-être difficile, qui va jusqu'au petit berceau, là, qui est comme un hamac. Et donc, l'idée, c'est qu'avec son pied, elle peut faire bouger ça un peu. Mais il ne faut pas faire trop. Hein? Elle fait bouger trop, l'enfant va partir en orbite. Là. Ça a l'air un peu bizarre, cette chose-là, cette façon de présenter les choses. Hein? Et les deux autres femmes qui sont au premier plan, là, on les retrouve aussi dans des gravures de Champlain. En fait, c'est toujours... Quand on étudie ces premières œuvres, on voit que tout le monde s'emprunte chaque chose, évidemment, sans jamais déclarer ses sources. Il n'y a pas question de ça. Il n'y a pas beaucoup de cette notion de propriété littéraire hein, comme on a maintenant. On est assez énervé avec les copyrights maintenant, que ça en est même exagéré. Mais à l'époque, ça ne joue pas ça. Alors, les gens copient les uns les autres. Et si vous remarquez, les deux femmes de la gravure qui est à droite, qui vient de Champlain, ont été reprises plus ou moins par le graveur de Ducreux, en fait, qui en a fait une légère interprétation. Et là aussi, vous avez une mère à l'enfant, mais là qui est aussi plus plausible, enfin, puisque l'enfant est dans sa robe, un peu comme le suggérait le dessin de Marc Laberge. Hein. Alors, vous voyez, donc, ça, c'est les toutes premières représentations indiennes d'enfants qui ne seraient pas, donc, dans l'ordre religieux, j'allais dire, en fait, et c'est un sujet, d'ailleurs, cette idée de représenter des mères avec des enfants comme ça qui va être qui va durer très longtemps, puisqu'on le retrouve au 19e siècle aussi chez Paul Kane, hein, qui est un de nos grands illustrateurs aussi d'Indiens, une espèce de Kathleen canadien. En fait, il a fait comme Kathleen, mais au Canada. Et il a été, comme beaucoup d'autres, très, très fasciné par ces flat heads, hein, les têtes plates. En fait, ce qu'on faisait, on faisait la déformation des crânes quand les enfants étaient petits. C'est ça qu'on voit, là. Il y a une espèce de petite planchette qui pousse le front comme ça. On trouvait donc plus beau des gens avec le crâne allongé, comme la mère est ici. Et paraît-il, en fait, que ça n'avait aucune espèce d'effet sur le mental. Enfin, c'est juste une question de vous organiser un peu le crâne un peu différemment de ce qu'on a habituellement. Et ça, cette fascination avec cette coutume-là qu'on découvre, qu'on trouve tout barbare, épouvantable, ça court dans toute la tradition depuis l'Antiquité. Hein. Hérodote parle déjà des macrocéphales, qui sont exactement des gens qui feraient la même chose que lui, une espèce de peuplade mythique qu'on n'a jamais vue, mais avec la même idée. Alors, ce qui est suspect tout le temps dans ces affaires-là, c'est qu'on attribue aux autres des choses qui sont dans notre propre tradition, en fait. Hein. Et là, par exemple, quand Paul Kane fait le portrait de cette femme-là, elle lui dit qu'elle a peur de se faire portraiturer parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec l'image. Alors là, il nous fait un discours, tu sais, ces gens-là sont tellement primitifs qu'ils nous arrivent pas à distinguer le signifiant du signifié, l'image, la réalité, etc. Et j'ai bien la preuve qu'ils sont très primitifs. Mais encore là, tu sais, pensez à notre tradition à nous, dans laquelle on a l'histoire de Pygmalion, hein, qui tombe en amour avec sa statue, et Vénus, dans sa bonté, lui rend la vie à la statue. D'ailleurs, ça a bien tourné, ce mariage-là, puisqu'ils ont eu un fils. Hein. Vous mariez votre statue, puis vous avez un enfant, c'est formidable. Alors là, ça, c'est tout à fait, c'est la même idée, c'est qu'on attribue la vie, donc, aux œuvres d'art. Et puis là, vous allez me dire, oui, c'est un exemple bien, bien ancien, mais il me semble que c'est il n'y a pas tellement longtemps, au Québec, on nous faisait voir une Madone qui pleurait. Vous souvenez-vous de cette affaire-là? Dans les années 80, je pense, il y avait quelqu'un qui avait une icône, là. Puis les gens faisaient la queue pour aller voir ça. Elle pleurait avec des larmes, soi-disant, c'était un peu truqué, parce que de toute façon, finalement, ça a mal tourné. Mais et par curiosité, j'ai regardé sur l'Internet, mettez « Weeping Madonna hein, », Madone qui pleure. Et vous en avez des centaines à travers le monde. Il y en a partout.
Alors, donc, c'est une idée qui continue, ça. Les statues, les images saintes ont une espèce de vie comme ça, latente, et qu'on peut exploiter éventuellement pour toutes sortes de fins. Et là, donc, Kane attribue ces croyances-là aux Indiens, mais au fond, elles sont bien attestées dans sa culture à lui. Hein? C'est ce qu'on pourrait dire à ce propos-là. Et là, donc, on avance un petit peu dans le temps après. Si on veut, en 1657, vous avez pour la première fois là, la représentation d'Indiens convertis. Et ça, alors là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec le thème des enfants dans ce contexte-là. Il s'agit d'une carte géographique, évidemment, comme vous pouvez voir. Là, je vous en présente d'ailleurs que la moitié. L'autre moitié est très célèbre, c'est celle qui représente les saints martyrs canadiens. Là. Alors, c'est lui, le père Bressani, qui a été celui qui a popularisé d'abord cette image-là, qui a été reprise ensuite des milliers de fois. Mais là, disons, ce que ça représente, c'est la partie, c'est la fin du fleuve Saint-Laurent avec les grands lacs qu'on commence à voir, lac Erie, lac Ontario, puis un début du lac Huron, avec aussi des petites vignettes là, un peu partout qui représentent les différentes coutumes, enfin, des Indiens. Et en haut, tout à fait en haut, à gauche, vous avez dans un carré, enfin, séparé du reste, une famille qui est en train de prier devant une croix lumineuse. Alors ça, c'est les convertis, évidemment. Hein? Et à côté, il y a une tabula explicata Huronum. Alors, ça veut dire une carte plus détaillée de la Huronie. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on pense que ceux qui sont représentés là sont des Hurons convertis. Hein? Alors, si je fais un close-up de ça, et vous les voyez de plus près maintenant, alors on voit qu'ils ont gardé leur costume, et en particulier la femme derrière le dos, une espèce de plaque là, que les Champlain d'ailleurs décrit comme, il appelait ça une platine. Il disait qu'avec des petites perles, enfin souvent fait avec des aiguilles de porc-épic ou des choses comme ça, qui étaient comme un décor, qu'elle porte comme ça sur le dos. Et l'homme, lui, a aussi une espèce de sac sur le dos, qui est un sac de tabac, évidemment, très classique. Alors, les Indiens sont à genoux, ils sont devant une croix lumineuse, ils joignent les mains, même les enfants font le même geste aussi, et vous remarquez aussi qu'elle ne porte plus des enfants sur le dos. Hein? Et donc, on a l'impression, donc, ah, ça y est, là, maintenant, ils vont être acceptés, ils vont rentrer dans le moule, mais malgré tout, ils restent des Indiens, hein, malgré qu'ils sont convertis, ils ne sont jamais complètement assimilés, on va toujours les considérer un petit peu comme en marge, etc. Enfin, on voit que là, l'insistance sur les costumes, même sur des éléments du costume qui sont particulièrement difficiles à comprendre pour les Blancs, sont maintenus. Et ensuite, mais les gestes et l'attitude, enfin, voudraient être chrétiennes. Hein? Alors, vous voyez, donc, sinon, on aurait, pour la première fois, enfin, quand je disais, on parle d'une lente sécularisation, on aurait un exemple de ces Indiens convertis, et on voit que les autres, au fond, sont un peu, comme je disais, ce qui confirme la règle, en fait. Hein? C'est que le gros des représentations va être différent. Si on va maintenant, donc, du côté des Européens, premier thème, évidemment, qui s'impose, on a l'impression qu'on ne pouvait pas y échapper, c'est celui de la Sainte Famille. Hein? Et Monseigneur Laval, dont vous voyez le portrait attribué au frère Luc ici, le frère Luc, c'est un récollet. Donc, les récollets, c'est des espèces de franciscains, ça. Ça n'existe plus comme tel, mais en fait, ça faisait partie de l'ordre des franciscains, qui sont venus d'ailleurs très tôt, ici au Canada. Et le frère Luc était peintre, et il est venu pendant 15 mois. Et il a laissé plusieurs tableaux un peu partout afin de ces tableaux. Certains sont maintenant dans les musées, d'autres sont restés dans les paroisses. Enfin, donc, il a fait une activité picturale qui était utile au début de la colonie parce qu'on avait besoin de ces tableaux-là. Alors, il a fait aussi, me semble-t-il, enfin, le portrait de Monseigneur Laval. Pourquoi je vous le montre, lui? C'est parce que c'est lui qui a créé, à peu près à cette époque-là, toujours vers 1665-6, une espèce de confrérie de la Sainte Famille. Hein? Et dans le texte qui crée la confrérie, vous allez voir, enfin, les obsessions du Saint-Évêque qu'on va retrouver, enfin, après, dans les représentations. Il dit « Le dessein et la fin de cette dévotion, la dévotion à la Sainte Famille, est d'honorer la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph et les saints anges, en tant qu'à y être, on va mettre les anges aussi, et de régler les ménages chrétiens sur l'exemple de cette Sainte Famille, qui doit être le modèle de toutes les autres, de sanctifier les mariages et les familles, d'en exclure le péché,
particulièrement celui de l'impureté. Hein? Cette peste des mariages, oui, je comprends, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas l'éviter, mais en tout cas, de toute façon, cette peste des mariages qui est la source de tant de maux et qui peuple la terre et les enfers d'enfants de Satan qui blasphémeront toute l'éternité leur Créateur. D'y établir les vertus chrétiennes, particulièrement la chasteté, l'humilité, la douceur, la charité, l'union des cœurs, la patience dans les tribulations et la vraie dévotion. C'est assez curieux, ça, de donner la Sainte Famille comme exemple aux familles canadiennes. Hein? La mère a conçu par le Saint-Esprit. Le père était strictement nourricier. Hein? Il ne s'est pas occupé d'autre chose. En tout cas, de toute façon, on y allait un peu fort. Alors, je pense que c'est une manière qui explique aussi comment ces images-là ont été multipliées. Enfin, c'est une espèce d'effort de propagande, si on veut, du thème de la Sainte Famille et qui va amener, évidemment, la représentation aussi des enfants. Hein? L'enfant Jésus comme étant le fils là, de cette Sainte Famille. Ici, c'est probablement une représentation des plus touchantes du sujet, parce que on appelait ça la Sainte Famille à la Huronne. La petite fille qui est à gauche en bas, si vous remarquez, à sa ceinture, il y a une médaille. Hein? Et donc, c'est probablement une jeune Huronne, convertie aussi, et qui vient se confier à Jésus, à Marie et à Joseph qui sont là. Joseph toujours avec son lys, hein, parce qu'il y a la pureté incarnée. Alors, et là, l'enfant qui vient se confier à eux. Et là, on ne sait pas exactement, évidemment, qu'est-ce que pouvait être l'attitude d'une Huronne convertie envers ce thème de la Sainte Famille. Mais il y a une hypothèse qui était intéressante. Ces enfants-là étaient sortis de leur famille. Hein? On les amenait à Québec, on les mettait dans des séminaires ou dans des couvents, selon qu'ils étaient garçons ou filles. Et là, ils étaient donc séparés de leur famille. Et il se peut donc que ces représentations-là aient eu un rôle psychologique important pour eux. Hein? C'était comme retrouver, d'une certaine façon, une espèce de famille mythique qui pouvait remplacer celle qu'ils avaient perdue. Enfin, pas vraiment la remplacer, mais en tout cas, au moins, être comme une espèce de succédané de ça. Hein? Alors, je me demande si c'est pas ça un peu qui est, disons, la base psychologique de ce tableau-là, qui est en fait assez touchant, en fait, puisqu'on voit cette petite Huronne qui a l'air toute confiante là, devant ce thème-là. Hein? Une des représentations aussi qui va avoir une certaine importance, c'est les représentations des adolescents, mais là, le modèle par excellence, évidemment, c'est Jésus adolescent. Là aussi, c'est un tableau fait par le frère Luc, plus petit, celui-là, moins important, si vous voulez, en dimension, qui est d'ailleurs à l'église de Saint-Joachim. Là, ça, c'est sur la côte de Beaupré, un peu après Québec. Là, une magnifique église, d'ailleurs. Si vous allez là, arrêtez, c'est vraiment une des belles églises du Québec. Et là, donc, dans un médaillon, vous avez ce portrait de Jésus adolescent. Et là, on peut se demander, en fait, sur quelle base scripturaire le frère Luc pouvait se fonder pour présenter Jésus à l'âge de 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est, les plus érudits d'entre vous vont le savoir, c'est l'épisode de Jésus parmi les docteurs. Vous vous souvenez de ça, peut-être, dans votre catéchisme? Là, j'ai trouvé, en fait, l'illustration la plus extraordinaire. En fait, c'est fait par Ingres lui-même. En fait, vous ne pouvez pas trouver mieux. De Jésus parmi les docteurs. Alors, vous le voyez en train au temple, enfin, en train de lever le doigt, et là, avec tous les savants autour de lui, et il est en train de leur expliquer, enfin, de répondre à leurs questions. Hein. Et le texte de l'Évangile, ça n'est raconté ça que dans l'Évangile de Saint-Luc. Hein. Ce n'est pas repris par les autres évangélistes. Et le suivant, il dit, chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume pour la fête, et comme au terme de la fête, ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Il leur répondit, « Et pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père? »
ça avait été vrai, ça, il y aurait une claque, en tout cas, de toute façon. Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Et c'est ça qu'Ingres a représenté. Vous voyez, à droite, on voit la mère de Jésus qui rentre avec les bras étendus en disant « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça se fait que tu nous as laissés comme ça pendant 3 jours, qu'on te cherche partout? » Et derrière elle, évidemment, il y a toujours Saint Joseph qui suit tranquillement, en fait, le modèle des maris chrétiens. Hein? OK. Alors, là, le Jésus adolescent, ça, on le retrouve donc dans... Et vous allez retrouver cette histoire-là aussi associée avec le thème de l'ange gardien. Hein? Ah oui, j'avais oublié ça. Ça, c'est aussi une représentation de Jésus parmi les docteurs, fait par un de nos vieux sculpteurs, là, François Baillarger. Alors, vous voyez, donc, il y a tous les sages autour de lui, puis il est au centre. Et c'est un médaillon aussi, je pense que c'est toujours à Saint-Joachim, ça, oui, à l'église Saint-Joachim. Un des médaillons sculptés qui est là, dans lequel on voit Jésus, donc, parmi les docteurs. Puis au premier plan, bien, il a mis des rouleaux plutôt que des livres, qui est une bonne idée. En fait, c'est peut-être plus près de la vérité. Ils sont en train de discuter des textes ou des choses comme ça. Bon, l'autre, le thème de l'ange gardien. Hein? Alors là aussi, c'est un gros tableau du frère Luc. S'il y en a qui savent l'hébreu, on va voir qu'il y a une faute d'orthographe dans le nom de Dieu en haut, là, mais en tout cas, de toute façon, c'est un petit point d'érudition pure, là, mais c'est pas Yehovah, c'est Yehovah, en tout cas. Et là, on voit un jeune homme, hein, un adolescent, si on veut, et au sol, près de lui, c'est difficile à voir sur ma reproduction, mais il y a un serpent. Hein. Et là, ce que, normalement, l'ange devrait lui dire, au lieu de dire « regardez vers le ciel », il devrait dire « fais attention, il y a un serpent par terre ». Mais en tout cas, de toute façon, il fait ça, il fait d'un geste, il pointe vers le ciel. Et là, ça correspond, cette idée-là, à la fois, disons, on a l'impression, au point de vue iconographique, l'ange avec un enfant comme ça vient de l'histoire de Tobie. Hein? Vous vous souvenez peut-être de ça dans la Bible, Tobie, qui est un jeune qui part comme ça, un peu à l'aventure, pour aller chercher de l'argent que son père avait déposé chez un ami. Et le père est aveugle. Hein? Tobit, le vieux Tobie est aveugle. Et en chemin, il est conduit par un ange. Mais il ne sait pas, évidemment, que c'est un ange qui l'accompagne. Et il trouve un gros poisson à un moment donné, puis ils prennent le fiel du poisson, et avec ça, ils vont guérir leur père. Ils vont guérir le père. Hein? Vous vous souvenez de cette histoire-là? Alors ça a été représenté par les artistes, évidemment. Peut-être même, encore une fois, par le frère Luc, vois-tu, à gauche. Et donc, là, on aurait presque le même geste qu'on avait dans le tableau précédent, sauf que là, l'ange est au sol, il n'est pas en train de flotter entre ciel et terre. Et là, il est accompagné aussi par un jeune homme, enfin. Et là, bien, à droite, j'ai mis vraiment un exemple classique là, du thème de Tobie et de l'ange, où on le voit, Tobie porte un petit poisson. Hein, si vous regardez dans sa main, là, il y a un petit poisson suspendu, là, comme et tandis que ce que l'ange fait, il tient une petite boîte dans laquelle il y a le foie du poisson qui va guérir les yeux du vieux Tobie. Hein. Et ils sont accompagnés par un petit chien, là, tout ça. En tout cas, ça, c'est une façon plus classique de représenter la chose. Mais on voit, pour les artistes, ça a été sans doute la source principale du thème de l'enfant et l'ange. Hein, et ils l'ont représenté. Maintenant, on peut se demander pourquoi ce thème de l'ange gardien avec les adolescents, ça correspond historiquement à la création aussi des collèges. Hein. Et dans les collèges, évidemment, les enfants sont pensionnaires et ils sont surveillés. Hein. On est un peu inquiet là, sur leur puberté, etc. Ils sont surveillés, mais on ne peut pas les surveiller tout le temps. Alors, les anges gardiens, c'est formidable, ça. C'est eux autres qui prennent le relais, tu vois. Alors, quand les prêtres sont fatigués, ben, au moins, il y a les anges. Et là, il y a un merveilleux petit dialogue que j'ai lu c'est dans Norbert Elias qui se fait ça. Ça vient d'Erasme en plus, alors donc d'un grand érudit, qui dit, c'est un jeune homme qui veut aller voir une prostituée, puis il n'est pas trop sûr de son coup. Alors il demande à la prostituée, il dit, si on fait ça, est-ce que Dieu nous voit? Ah, il dit oui, ah oui. Puis il dit, est-ce que les anges vont nous voir aussi? Alors, ça, c'est merveilleux. Tu sais. Si les anges nous voient, ben, là, merde, ça ne peut pas marcher. On fera ça une autre fois. Hein? Alors, vous savez, donc, ça, c'est certainement pourquoi ces images-là sont multipliées, en fait, de jeunes hommes avec des anges. Là, c'est le contexte, en fait, un peu de la répression de la sexualité chez les adolescents et le contexte des collèges là, qui est en train de se répandre. Hein? Dans les représentations protestantes du même thème,
C'est assez curieux, mais il paraît que ça, on peut le vérifier à chaque fois. Là, j'ai trouvé qu'une espèce de chromolithographie de pas très bon goût, mais en tout cas, de toute façon, qui illustre bien l'idée. L'ange ne touche pas les enfants. Hein? Tandis que dans les représentations catholiques, il est toujours beaucoup plus proche. Il touche ou il donne la main, ou il y a toujours un contact plus direct. Là, en fait, il y a besoin d'avoir une fichue force mentale là, pour les empêcher de tomber, parce que s'ils ne leur touchent pas, là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais en fait, ils sont vraiment sur le bord du précipice. Et là, en fait, mais ça serait une distinction à faire quand on voit les images, de voir, OK, la source est protestante ou catholique, ça serait le critère, ça. Hein? Regardez, pour vérifier ça un peu, une autre représentation du même genre, dans laquelle, qui est attribuée cette fois-ci à un artiste très obscur là, du début de la colonie, Michel Dessaillant de Richter. Le seul base de l'attribution ici de ce tableau-là à ce personnage, c'est la date du tableau. On sait qu'il y a un des rares peintres qui est actif à ce moment-là, mais ce n'est pas un très bon argument, ça. Il se peut aussi qu'il s'agisse de tableaux faits en France, hein, puis rapportés ici. Hein. Autant, c'est difficile d'importer de la sculpture, parce que c'est gros, puis ça prend beaucoup de place dans les navires, autant les tableaux sur toile, en particulier, peuvent être roulés, puis mis sur un bâton, puis apportés comme ça, sans problème. Hein. Alors, donc, c'est possible aussi que ce soit un tableau qui a été fait à l'étranger, enfin en France, et qui, là aussi, comme vous voyez, l'ange protège l'enfant, enfin, lui met la main sur l'épaule, etc. Là, il s'agit d'une petite fille, en fait, on ne sait pas trop. C'est à l'Hôtel-Dieu, ce tableau-là. Et traditionnellement, on prétend que c'est une petite Marie-André, qui serait la fille cadette de Mme Régnard-Duplessis, enfin, qui était une des bienfaitrices de l'Hôtel-Dieu. Alors, ça expliquerait qu'on ait ce tableau-là. Hein? Et notre représentation... Alors là, jusqu'à présent, vous voyez, ce qui me frappe d'ailleurs dans toutes ces représentations, c'est l'extrême familiarité des personnages avec le monde surnaturel. Hein? Les anges arrivent, vous pognent par l'épaule, on se promène. Il n'y a aucun problème. Personne n'a l'air d'effrayé par ces apparitions emplumées. En tout cas, on voit ça arriver, ça va, etc. Une extrême familiarité. Hein? C'est pour ça que quand je parle de sécularisation, il faudrait parler aussi d'une espèce de désintrication entre ces thèmes-là. C'est pour ça que ça va prendre beaucoup de temps, ça va être difficile de séparer ça. Hein? On part dans un monde dans lequel la religion est tout, explique tout d'une certaine façon, et dans lequel il n'y a pas de monde profane, hein? Sauf ces Indiens qui sont des infidèles, qui sont en dehors de nous, et qu'il faut convertir, d'ailleurs, qu'il faut ramener dans le droit chemin. Hein? Alors, vous voyez comment les choses se présentent. Mais même quand on représente cette fois-ci une vraie famille, parce que jusqu'à présent, c'est des thèmes, c'est l'adolescence, ou alors des thèmes religieux, Jésus, etc. Là, on représente une vraie famille dans un ex-voto. Vous savez ce que c'est qu'un ex-voto? C'est un tableau que les familles promettaient de faire s'ils étaient sauvés d'un malheur, par exemple. Hein? Puis on donnait ça en général à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui a été, qui est toujours, d'ailleurs, depuis très longtemps, l'endroit où la bonne Sainte-Anne faisait ses miracles. Hein? Alors là, c'est une famille, on connaît la dame, c'est Mme Riverain, avec ses 4 enfants, qui sont d'ailleurs costumés un petit peu comme des adultes. Hein? Ça, c'est très typique. Les costumes d'enfants, à l'époque, ne sont pas caractérisés, ils ne sont pas pour les enfants. Ils sont des espèces de petits costumes adultes miniatures, si on veut. Alors là, ils sont tous alignés les uns à côté des autres. On ne sait pas exactement quel est le malheur qui leur est arrivé, sauf qu'on peut le deviner. Monsieur Riverain, le mari qui n'est pas là, d'ailleurs, dans l'image, était un bonhomme qui a quitté la Nouvelle-France et qui faisait des affaires à l'extérieur et qui finalement a un peu abandonné sa famille à Québec. Et peut-être que Mme Riverain, à un moment donné, s'est inquiétée que le bonhomme ne revenait plus. En tout cas, est-ce qu'il va revenir, etc. Elle est allée voir Sainte-Anne, qui lui apparaît d'ailleurs sans problème, comme ça, sur un nuage. Pourquoi c'est Sainte-Anne? Hein? L'attribut de Sainte-Anne, c'est le livre là, qu'elle tient dans ses mains. Parce qu'habituellement, elle est représentée avec la Vierge et elle est toujours représentée comme l'éducatrice, hein? Celle qui enseigne à la Vierge à lire. Alors, c'est pour ça qu'elle a un petit livre dans les mains tout le temps. Ça ne manque pas. Alors là, la Vierge n'est pas là. La Vierge enfant n'est pas là, mais on va la voir dans d'autres représentations. Enfin, vous voyez donc un ex-voto. Un autre magnifique ex-voto qui a été restauré tout récemment et avec lequel, d'ailleurs, je vais terminer cette présentation. Là, il s'agit aussi d'une petite fille qui est en bas, là, à droite,
agenouillée qui s'appelle Mademoiselle de Bécancour. Enfin, elle est donc la fille d'un très important monsieur là, qui s'appelait Bécancour. Il y a même un village qui s'appelle comme ça encore. Et là, à côté de ce qu'elle voit, enfin, ou ce à quoi on la réfère, donc c'est une représentation de Sainte-Anne avec la Vierge, enfin, qui est tout petite aussi, juste à côté d'elle, comme ça. Et je dis, ça a été restauré, on attribuait ça à un monsieur Cardena, qui était censé avoir enseigné la peinture à ce qu'on appelait l'École des arts et métiers de Saint-Joachim. Malheureusement, cette École des arts et métiers n'a jamais existé. Enfin, on a fait des recherches là-dessus, puis c'était complètement mythique. Ça a été, si vous voulez, c'est toujours le problème en histoire de ce qu'on appelle l'anachronisme. On crée, évidemment, de nos jours, des écoles des arts et métiers, puis on leur cherche des ancêtres dans le passé, puis on emploie le même mot pour désigner quelque chose qui nous paraissait la même chose. Ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des enfants qui travaillaient sur les fermes près de Saint-Joachim, et des fermes qui dépendaient d'ailleurs de Mont-Saint-Laval ou de riches personnes à Québec. Et on s'est imaginé que ces enfants-là étaient encadrés au point de vue de l'éducation. Ils recevaient donc une formation en art et en métier ou des choses comme ça. Puis on appelait ça l'École des arts et métiers de Saint-Joachim. Mais en fait, c'est plutôt, j'allais dire, presque de l'exploitation du travail des enfants. Enfin, ça n'a pas grand-chose avec des écoles. Alors, ce Cardena, finalement, a disparu. On ne sait plus qui il est. Et là, en faisant le nettoyage du tableau, ils ont trouvé une vraie signature. Je vous l'ai mis en bas, là, M. Jacques Gallio, qui était d'ailleurs un disciple du frère Luc. Alors, ça, c'est intéressant. Ça veut dire, donc, quelqu'un qui avait appris à peindre au contact du frère Luc a fini par faire un ex-voto comme ça, peut-être en France, d'ailleurs, pour cette famille riche, là, les Bécancour, qui pouvaient se payer un tableau comme ça. Dans les deux cas, le tableau de Mme Riverain et dans celui-là, on parle souvent de tableau de recommandation plutôt que d'ex-voto. C'est que dans les familles nobles et les familles bourgeoises, on n'aimait pas beaucoup représenter le malheur dont on avait été sauvé, alors que les familles populaires le faisaient, eux. Par exemple, il y a un fameux ex-voto là, où on voit un bûcheron qui a un arbre sur lui et son petit chien qui s'en va chercher de l'aide et qui donne, évidemment, parce qu'il a été sauvé, il donne ensuite son tableau, un petit tableau naïf, là, comme ça, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, dans le cas, donc, des gens du peuple, on peut dire, on représentait assez volontiers le malheur dont on avait été sauvé. Même chose pour les capitaines de bateaux. Quand leur bateau était sauvé des eaux, on faisait aussi une représentation du bateau avec les gens criant, puis la bonne Sainte-Anne qui apparaissait dans un nuage, puis qui réglait la tempête. Alors là, par contre, dans les familles nobles, les familles bourgeoises, comme les familles riches comme ici, on représente les enfants, éventuellement, ou la mère avec ses enfants, mais pas le malheur qui leur arrive. On est obligé de le deviner. Des fois, même, on pourrait dire, c'est simplement pour recommander l'enfant à sa patronne, puisque la petite de Bécancour s'appelait Anne, Marie-Anne. Alors donc, d'une certaine façon, c'est peut-être simplement un tableau de recommandation. Et la preuve que, malgré tout, ces images-là vont avoir une influence, même bien au-delà de la Nouvelle-France, je pense que là, vous l'avez ici d'une façon très, très surprenante. Enfin, c'est un tableau qui date de 1779, donc d'après la conquête anglaise. La conquête anglaise, c'est 1760, et qui représente Saint-Joachim avec la Vierge au temple, qui présente la Vierge au temple. Mais la Vierge, c'est la même que dans l'ex-voto de Bécancour. Si vous remarquez, c'est la même personnage qui a été emprunté par l'auteur, qui est un abbé, qui s'appelait Antoine Aide-Créqui. Alors, là, on voit... on s'en va vraiment vers le 18e siècle, le 19e, etc. Je me suis laissé un peu emporter par mon sujet pour la partie ancienne, mais la prochaine fois, je vais faire le même thème de l'enfance, mais au 19e siècle, puis à l'époque actuelle. Alors, on va voir un peu comment, justement, cette désintrication du religieux s'est faite dans la prochaine causerie. Alors, merci beaucoup.